Bien, nous allons reprendre, s'il vous plaît. Et donc, la parole va être à la jeune doctrine. La jeune doctrine, c'est-à-dire deux doctorants, Amidou et Laura, qui vont débattre aux côtés d'étudiants du master de droit de l'entreprise et du master de droit du numérique, parcours tiers de confiance et sécurité numérique. Donc voilà, une quarantaine de minutes de débat, pas plus, mais je sais qu'ils sont très bavards. Et donc je passe tout de suite la parole. Donc il y a Kadi au milieu, Robin et Florian pour animer les débats. Par un jeu de questions-réponses communes, nous, les étudiants, nous allons interroger nos deux intervenants afin de savoir en quoi le règlement général sur la protection des données, le droit de la concurrence et le Digital Market Act peuvent servir les intérêts stratégiques de l'Union européenne. Vous attendez de moi que je prenne la parole, mais je n'ai pas encore reçu de questions. Cela dit, je vais profiter pour adresser mes remerciements au professeur Arcelin de m'avoir associé à cet événement qui est pour l'occasion. C'est un privilège et à la fois un défi. Je m'arrêterai là. En premier lieu, est-ce que vous pouvez préciser la définition de l'autonomie stratégique de l'Union européenne ? Oui, je tenterai. Alors, avant de donner des éléments de réponse à votre question, il me paraît assez important d'évoquer à titre de préalable un certain nombre d'éléments relatifs au contexte dans lequel cette notion a vu le jour. Alors, à l'origine, semble-t-il, l'expression était utilisée en référence à la volonté de l'Union et de certains de ses États membres, la France et le Royaume-Uni notamment, de s'affranchir de la tutelle militaire de l'OTAN. Il est alors question de faire en sorte que la défense militaire de l'Union et de ses États membres dépende de moins en moins de l'OTAN, pour qu'à terme, l'Union puisse elle-même assurer sa propre défense. Pour revenir donc à la question, il semble que la notion ait été utilisée au départ donc pour traduire cette aspiration de l'Union à une plus grande autonomie sur le terrain de la défense militaire. Et puis, de fil en aiguille, comme on dit, on a assisté progressivement à une multiplication des secteurs dits stratégiques de la part des autorités de l'Union. Vous le voyez bien, le militaire était de facto le stratégique. Et là, on assiste à une multiplication des secteurs dits stratégiques. C'est ainsi que tout le secteur du numérique, c'est-à-dire de la donnée, jusqu'aux grands exploiteurs de données, et sans oublier, bien entendu, les fabricants de solutions numériques qui permettent la collecte de données. Donc, tout ce secteur-là est aujourd'hui considéré comme un secteur stratégique, à fort potentiel, mais aussi à forte capacité de nuisance. En conséquence, donc, la notion d'autonomie stratégique, autrefois réservée au domaine militaire, traduit aujourd'hui l'aspiration ou l'ambition politique de l'Union de s'affranchir de toute situation de dépendance dans laquelle elle se trouverait vis-à-vis d'acteurs étrangers notamment, et quels qu'ils soient et dans quelque domaine que ce soit, et à l'impossible de tenter de contenir au mieux les éventuelles conséquences négatives résultant de telles situations de dépendance et susceptibles de porter gravement atteinte aux intérêts de l'Union, entendez par intérêt stratégique. Il faut souligner, et je terminerai là-dessus, que la notion d'autonomie stratégique, elle n'est pas sans rapport avec celle dite de souveraineté numérique, ou plus exactement de souveraineté dans la sphère numérique, pour la simple raison que la notion d'autonomie, elle est un symbole, ou pour utiliser une expression en droit constitutionnel, c'est un attribut, ou c'est considéré comme tel, comme un attribut de la souveraineté, que l'Union croit devoir lui revenir normalement, même s'il faut-il le rappeler, l'Union n'est pas un acteur étatique des relations internationales. Donc, je m'arrêterai là-dessus, et puis peut-être que ma collègue voudrait compléter. Pourquoi faut-il renforcer l'autonomie stratégique de l'Union européenne? Est-elle menacée par des entreprises, notamment les GAFAM? Alors, c'est une question assez intéressante, dont la réponse, en tout cas en ce qui me concerne, me paraît très simple. La nécessité de renforcer l'autonomie stratégique de l'Union, pour moi, répond quelquefois à un impératif d'ordre existentiel. On peut l'entendre au sens figuré comme au sens propre. Bon, je ne m'attarderai pas là-dessus, malheureusement. Dans d'autres circonstances, il s'agit de préserver la grandeur de l'Union, ou plus exactement, ou plutôt, sa renommée, ou la renommée attachée au statut de superpuissance régionale dont l'Union bénéficie dans la scène internationale. L'idée est de dire que cette grandeur et cette renommée, auquel j'ai fait référence il y a quelques instants, serait diminuée ou ternie en cas de dépendance excessive et nuisible, même incontrôlée, de l'Union vis-à-vis d'acteurs
étrangers notamment, parce que c'est là que la dépendance extérieure défavorable prend tout son sens. Il s'agit aussi en certaines occasions de prémunir l'Union et son marché contre les effets pervers résultant d'une instrumentalisation de l'objet de leur dépendance dans le cadre du marché numérique. Ce seraient les acteurs qui sont le moteur principal du bon fonctionnement du marché. S'ils sont instrumentalisés, ces acteurs-là, par des gouvernements étrangers auxquels ils peuvent avoir des liens d'affiliation, bon, l'Union est menacée dans sa souveraineté. La deuxième partie de la question, il s'agissait, si j'ai bonne mémoire, de savoir si l'autonomie stratégique était menacée. Par hypothèse, oui, je dirais, parce que si on part du postulat qu'il n'y a pas de secteur privé, ce qui est quand même le cas dans un certain nombre de pays, je peux citer notamment la Chine, mais pas que, les États-Unis également, il n'y a pas de secteur privé dans le sens où il y a une imbrication du public et du privé. Il est très constant que Google, autant que Facebook, a partie liée avec le gouvernement, tout comme ByteDance, qui est le promoteur de TikTok, a partie liée avec le PCC, le Parti communiste chinois. Et donc, l'Union craint que, de par les injonctions que ces entreprises peuvent recevoir, que ces entreprises ne prennent des actions qui seraient préjudiciables aux intérêts de l'Union. Et donc, par hypothèse, oui, l'autonomie stratégique et donc la souveraineté de l'Union est menacée parce qu'elle ne dispose pas d'acteurs aussi puissants dans la sphère. Très bien. Alors, pour faire suite à vos propos, j'ai une question qui va se décomposer en deux parties. D'une part, comment concrètement ces nouvelles réglementations européennes, notamment avec le RGPD et le DMA que vous venez de citer, vont ajouter de nouvelles contraintes pesantes sur le pouvoir de marché de ces GAFAM? Et d'autre part, comment également ces réglementations européennes vont-elles pouvoir soutenir cet objectif qu'a l'Union européenne de souveraineté numérique? Très bien. Si l'on estime que la question de Robin est un gâteau et qu'il y a une part qui me revient, je ne cracherai pas là-dessus. Alors, pour ma part, très simplement, je reprends la question, comment le DMA ajoute-t-il des contraintes au pouvoir de marché? Tout simplement en imposant aussi contrôleurs d'accès déjà identifiés, dont Alibaba pour le représentant chinois et Amazon pour le représentant américain, un certain nombre d'obligations, lesquelles tendent tout simplement à diminuer l'emprise de ces contrôleurs d'accès étrangers sur le marché européen, tout simplement, c'est l'objectif. À titre d'exemple, dans le coma, donc, la levée de l'interdiction faite, par exemple, aux utilisateurs professionnels de marketplace de proposer les mêmes produits ou services à des utilisateurs finaux via des canaux de vente et à des conditions plus compétitives. C'est une obligation qui est prévue à l'article 5, paragraphe 3 du DMA. Bon, cela dit, j'aime mieux indiquer que le cadre de lecture ou l'interprétation théologique que je donne au DMA, il est transposable ou applicable à d'autres textes, et notamment le DA dans lequel les autorités européennes, ou plutôt les autorités de l'Union, ne cachent pas l'objectif stratégique. Bon. Deuxième exemple du coma, l'interdiction faite aux contrôleurs d'accès de continuer à tirer profit des données dites non publiques. Encore une fois, ce sont des constructions qui ne correspondent pas aux droits de la concurrence tels que l'on connaît, mais l'État, si je peux utiliser, l'Union tente de s'inscrire dans le sillon du droit de la concurrence pour taper sur des acteurs étrangers, c'est comme ça que je l'interprète. Et puis, pour finir, troisième exemple du coma, l'obligation tendant à atteindre graduellement une interopérabilité maximale, en commençant par les services de communication interpersonnelle non fondés sur une quelconque numérotation. Alors, l'idée, ce serait de dire que Apple, dans son cas, est spécial, accroît son attractivité sur le marché vis-à-vis des consommateurs parce qu'il rend ses produits spéciaux d'une certaine façon. Son port Lightning par rapport aux autres, ça en fait une certaine spécialité. Donc, ça peut être un argument d'attractivité sur le marché. Du coup, il peut y avoir une dépendance vis-à-vis des consommateurs et même de l'administration, parce que l'administration, qu'elle soit des États membres ou de l'Union, elle est aussi usagers, qu'elle le veuille ou pas, ou consommatrices d'une certaine façon de ces produits-là. Donc, pour sortir de cette dépendance, ou dans le cas où Apple déciderait, c'est tout à fait imaginaire, de ne plus approvisionner le marché européen, et que nous avons encore nos iPhone 7
qu'ils peuvent encore utiliser pendant 7 ans. Bon, le marché n'est plus fourni en port Lightning C, c'est-à-dire que Apple est en rupture d'approvisionnement. Qu'est-ce qu'on fait? On n'a plus d'autres sources d'approvisionnement, donc il n'y a pas de diversité dans l'approvisionnement du marché. Comment on fait? On diversifie pour que Apple ne dispose plus d'un aussi grand pouvoir d'approvisionnement ou de non-approvisionnement de tout le marché européen, par exemple. Donc, ce sont des lectures comme ça, enfin, des dispositions comme ça qui peuvent être interprétées dans ce sens-là et dire que le DMA est clairement un texte de positionnement géopolitique ou en tout cas de positionnement géostratégique. Et puis, deuxième façon du comment, on s'y prend en confiant à la Commission ou en renforçant, parce que dans certains cas, c'est des pouvoirs qui existaient déjà, en confiant à la Commission un certain nombre de pouvoirs qui viennent, comme je l'ai indiqué il y a quelques instants, prêter main forte au traditionnel pouvoir de sanction de la Commission. Il s'agit notamment du pouvoir de contrôle, qui a été renforcé et élargi et peut-être même enrichi d'un paradigme nouveau dans sa dimension contrôle des concentrations. Parce que moi, je pars du principe que avec le DMA, l'examen des projets de concentration ou des projets d'acquisition aura de plus en plus une tendance politique, c'est-à-dire que ce qui va, le deciding factor, l'élément déterminant dans la décision ou dans l'imposition du veto, ce sera est-ce que le projet d'acquisition projeté ou sous examen va aboutir in fine à renforcer l'autonomie stratégique ou au contraire, ça va renforcer la dépendance de l'Union vis-à-vis d'acteurs étrangers. Dans ce cas-là, quels que soient les potentiels effets bénéfiques de ce beau projet d'acquisition, moi j'estime qu'au regard du DMA, la Commission dira très probablement non, on n'en veut pas. Voilà, donc je m'arrêterai là pour ne pas être trop bavard. À présent, après tous les exemples que vous venez de nous citer, la question qu'il va falloir se poser, c'est si ces nouvelles formes de régulation européenne sont-elles critiquables? C'est de nouveau mon tour. Pour moi, il s'agit, pour reprendre la question, ces nouvelles formes de régulation, puisque mon propos concerne spécialement le DMA. Donc, je dirais que pour moi, il s'agit davantage d'une approche qui est nouvelle, plus qu'autre chose. Cela dit, que l'Union veuille assurer la sauvegarde de ses intérêts stratégiques ou géopolitiques dans ses échanges avec le reste du monde, il n'y a rien de plus légitime. Cependant, dans le cas du DMA, ce que l'on peut regretter, c'est que quand vous parcourez le texte, vous avez l'impression que les co-législateurs ont délibérément choisi de ne pas mentionner ou de ne pas invoquer les enjeux politiques du DMA, donc, dans l'exposé des motifs, alors que tout le texte transpire d'enjeux géopolitiques, en tout cas dans ces dispositions. Alors, moi, je le dis très clairement, l'objectif essentiel du DMA n'est pas de réguler les comportements des acteurs du marché, ce qui serait de la régulation de la concurrence. Son objectif, pour moi, c'est de réguler le comportement ou les comportements d'acteurs du marché étrangers. Donc, c'est l'élément d'extranéité, pour moi, qui fonde l'action de l'Union en ce qui concerne le DMA. Donc, acteurs étrangers vis-à-vis desquels on commence peut-être à sentir de l'inconfort ou de la gêne, ou en tout cas du ressentiment. Bon, ce qui peut amener à s'interroger sur l'attachement dogmatique de l'Union à la notion de la libre concurrence, puisque le DMA, en quelque sorte, pour moi, est un argument supplémentaire qui peut être invoqué à l'occasion du procès en protectionnisme qui est fait en général à l'Union. Et puis, finalement, comme beaucoup de commentateurs l'ont remarqué, le DMA fait la part belle, et c'est incontestable, je vais y arriver, aux entreprises européennes, donc avec la notion de champion dit européen. L'objectif, c'est de contester, ou plutôt de neutraliser la dominance d'acteurs étrangers et, derrière, favoriser l'émergence de 10 champions européens, et c'est en cela, fondamentalement, que le DMA n'est pas un texte de régulation de la concurrence, c'est même pas un texte du droit du marché, c'est un texte purement politique. Voilà. Et puis, donc, pour terminer, si le DMA était un produit et que nous étions en droit de la concurrence, on aurait pu crier à la publicité mensongère ou en tout cas des pratiques trompeuses.
On n'en est pas là. Bon, ce sera tout pour la question, en tout cas en ce qui me concerne. Merci pour la question, Robin. En tout cas, en ce qui me concerne, il s'agirait du DMA, ou permettra-t-il de renforcer l'autonomie stratégique de l'Union? Bon, c'est la question de l'efficacité des stratégies à dimension géopolitique qui peuvent être identifiées dans le DMA en ce qui me concerne. Bon, pour répondre très exactement à la question, j'ai envie de dire, seul le temps nous permettra de le savoir avec certitude. Cela dit, s'agissant, parce que, bon, comme j'ai dit, il y a un certain nombre de stratégies, j'en ai dit quelques mots, stratégie de contrôle, stratégie de diversification, je ne vais pas aller plus loin. Quant à la stratégie de contrôle, dans son aspect ou dans son dimension, contrôle des concentrations, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi contrôle de l'activité, contrôle par la commission, contrôle par les tiers de confiance qui existent aussi dans le cadre du DMA. Donc, je ne vais pas digresser beaucoup. Concernant donc la stratégie de contrôle, je pense qu'il y a fort à parier que le phénomène dit du killer acquisition, c'est-à-dire des acquisitions prédatrices, avec comme entreprise cible des pépites européennes ou non, connaîtrait certainement un ralentissement, en tout cas de façon certaine, sinon une fin même. Pour la simple raison que moi, je suis convaincu que la Commission opposera probablement son veto à la réalisation de projets d'acquisition prédatrice qui exacerberait in fine la dépendance de l'Union à l'égard d'acteurs étrangers. Et c'est sans égard, comme je l'ai indiqué il y a quelques instants, aux potentiels effets bénéfiques pour la concurrence ou même le consommateur. Donc, à titre d'illustration, je dirais que c'est complètement imaginaire. Hein. Sur les marchés des moteurs de recherche en ligne, par exemple, si Google Search devait acquérir Quant, je l'indique, Quant est un moteur de recherche français, il est certain que la Commission s'opposerait. Donc, en revanche, si vous l'appréhendez dans le sens inverse, si Quant, comme je l'ai indiqué il y a quelques instants, qui est un moteur de recherche français, proposait d'acquérir, par exemple, OpenAI ou Google Search, je suis presque certain que la Commission accorderait sa bénédiction à une telle acquisition, qui reste encore une fois imaginaire. Hein. Tout d'abord parce que c'est une acquisition qui permettrait de renforcer non seulement la grandeur de l'Union sur la sphère numérique, mais encore son autonomie, l'autonomie qu'elle cherche tant, l'autonomie stratégique de l'Union dans la sphère numérique. Voilà pour la question de l'efficacité du DMA. Et je voudrais être autorisé à terminer par le commencement, c'est-à-dire par là où j'aurais dû commencer, là où nous aurions dû commencer. C'est une équipe. Au sujet de la justification du thème. Pourquoi concurrence et stratégie, autonomie stratégique et concurrence auraient même pu être au pluriel. Et dans ce cas-là, ça ferait écho aux propos du professeur Claudel. Concurrence, non seulement sur le marché, mais concurrence des acteurs du marché incontrôlable avec les États. Donc l'idée du thème, c'était un peu ça. C'était pas étranger aux aspects aux États qui commencent à craindre, ou en tout cas il y a des écrits là-dessus, la concurrence qui leur serait faite par les acteurs étrangers. Voilà, donc je m'arrête là-dessus. Dieu vous remercie de nous avoir écoutés. Ce sera avec plaisir que je discuterai avec la salle s'il y a des questions éventuelles. Merci.